quand les vues imprenables de son pont et de sa tour de commandement ont peut-être exalté ceux qui finançaient l'opération de sauvetage, mais ce qu'il y a à l'intérieur de l'U-Boat pourrait être encore plus passionnant. Le 6 mai 1545, un sous-marin de pointe a disparu lors d'une évasion désespérée à travers les eaux danoises. Pendant 73 ans, des théories folles ont circulé sur l'or nazi, la fuite d'officiers et des missions secrètes en Amérique du Sud. Tout le monde pensait que le sous-marin avait été détruit exactement là où les pilotes britanniques l'avaient signalé. Mais lorsque les chercheurs ont finalement trouvé l'épave, quelque chose n'allait pas du tout dans l'histoire officielle. Le sous-marin se trouvait à des kilomètres de l'endroit où il aurait dû être. Alors, comment un document militaire aussi précis pouvait-il être aussi faux? Et que s'est-il réellement passé dans ces dernières heures avant sa disparition à jamais? Rejoignez-nous pour découvrir la vérité choquante sur la façon dont le sous-marin nazi U-3-523 a réellement coulé. Le fantôme des profondeurs. En avril 2018, un navire de recherche nommé Vignia a glissé sur les eaux sombres au nord du Danemark. L'équipe du Sea War Museum Jutland avait passé des mois à scanner les fonds marins, documentant les épaves qui dormaient paisiblement depuis la Seconde Guerre mondiale. Ils avaient déjà trouvé des centaines de navires, mais rien ne les avait préparés à ce qui est apparu ce jour-là sur leurs écrans de sonar. À 10 miles nautiques au nord de la ville de Skagan, une silhouette indubitable a émergé du bruit numérique. La forme ne ressemblait à rien d'autre reposant sur ce fond marin. Elle était élégante, moderne et mortelle. Le directeur du musée, Jorman Anderson, fixa l'image, son pouls s'accélérant. Ce n'était pas une épave ordinaire. Le profil était trop distinctif, trop avancé pour son époque. Ce qu'il regardait était l'U-323, l'un des sous-marins les plus sophistiqués technologiquement jamais construits pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agissait d'un U-boat de type 21, surnommé l'Electroboot ou bateau électrique. Seuls 2 de ces navires révolutionnaires sont entrés en service actif sur les 118 qui avaient été commandés. La plupart n'ont jamais dépassé le stade de la production avant la fin de la guerre, mais l'U-323 était opérationnel, brut et en mission lorsqu'il a disparu le 6 mai 1545. L'épave gisait à 404 pieds sous la surface, positionnée d'une manière qui défiait la logique. La totalité de la proue du sous-marin avait plongé le nez en avant dans le fond marin, complètement enfoui dans la boue et les sédiments. La poupe était dressée vers le haut à un angle de 45 degrés, suspendue à près de 66 pieds au-dessus du fond de l'océan. Cela ressemblait moins à une descente contrôlée qu'à un impact violent, comme si quelque chose de catastrophique avait forcé le sous-marin à descendre à une vitesse énorme. Pendant plus de 7 décennies, ce sous-marin a alimenté certaines des théories du complot les plus folles de l'après-guerre. Les Britanniques avaient affirmé l'avoir coulé, mais des rumeurs circulaient, affirmant qu'il s'était plutôt échappé en Argentine, transportant des officiers nazis de haut rang, voire Adolf Hitler lui-même. D'autres affirmaient qu'il transportait des millions d'or volés ou des documents secrets qui exposeraient la véritable nature du Troisième Reich. Le fait que personne n'ait pu trouver l'épave n'a fait qu'alimenter la spéculation. Si les Britanniques l'avaient vraiment coulé, pourquoi personne n'a-t-il pu localiser les débris? La découverte aurait dû mettre fin à toutes ces théories. Voici une preuve physique que l'U-323 avait bel et bien été détruit, comme l'indiquaient les archives alliées. Mais, en examinant plus attentivement les données de leur sonar, l'équipe de recherche a remarqué quelque chose qui a glacé le sang de toute l'opération. Les coordonnées ne correspondaient pas. Selon les rapports de l'équipage de bombardiers britanniques de 1545, le sous-marin aurait dû se trouver à 9 miles nautiques à l'est de l'endroit où il se trouvait réellement. 9 miles. Cet unique écart a ouvert une porte qui était restée fermée pendant 73 ans. Si les Britanniques se sont trompés sur l'emplacement, quelles autres erreurs ont-ils pu commettre
sur la façon dont ce sous-marin a réellement coulé. La machine révolutionnaire. Pour comprendre pourquoi l'U-323 était si important, il faut comprendre ce qui le rendait terrifiant. Tout dans la conception du type 21 rompait avec des décennies de tradition de guerre sous-marine. Les sous-marins traditionnels de la Seconde Guerre mondiale étaient en réalité de simples navires de surface qui pouvaient temporairement se cacher sous l'eau. Ils fonctionnaient avec des moteurs diesel à la surface, mais dès qu'ils plongeaient, ils passaient à l'alimentation par batterie qui ne durait que quelques heures au maximum. Ils étaient lents, bruyants et vulnérables. Si un destroyer ou un avion les repérait, ils avaient des options limitées pour s'échapper. Le type 21 a complètement brisé ces limitations. L'ingénieur Helmut Walter, le même génie qui avait conçu les moteurs de fusée pour les avions expérimentaux, avait réimaginé ce qu'un sous-marin pouvait être. Au lieu d'un navire de surface qui plongeait occasionnellement sous les vagues, il a créé un véritable chasseur sous-marin conçu pour passer des jours, voire des semaines, sous la surface. Le secret résidait dans sa capacité de batterie massive, environ le triple de celle des modèles précédents. Combiné à une coque profilée qui fendait l'eau avec une résistance minimale, le type 21 pouvait maintenir des vitesses sous-marines de 17 nœuds. Cela peut ne pas sembler impressionnant, jusqu'à ce que vous réalisiez que c'était plus rapide que de nombreux navires de guerre de surface de cette époque. Pour la première fois dans l'histoire navale, un sous-marin pouvait distancer ses poursuivants tout en restant complètement immergé. Mais la vitesse seule ne le rendait pas révolutionnaire. Le type 21 était silencieux comme un murmure sous l'eau, ce qui rendait la détection presque impossible avec la technologie sonar disponible en 1945. Il était doté d'un sonar passif avancé, logé dans un renflement distinctif sous la proue, donnant aux équipages la capacité d'entendre les navires ennemis bien avant que ces navires ne puissent les détecter. La conception comprenait 6 tubes lance-torpilles avant, avec un système de rechargement automatisé qui pouvait tirer 18 torpilles en moins de 20 minutes. Pour mettre les choses en contexte, les anciens U-boats prenaient plusieurs minutes juste pour recharger un seul tube. Les aménagements de l'équipage étaient tout aussi révolutionnaires. Alors que les sous-marins plus anciens entassaient les hommes dans des espaces étroits et misérables, le type 21 offrait de véritables couchettes, un congélateur pour le stockage des aliments et même une douche. Cela peut sembler être un confort mineur, mais cela signifiait que les équipages pouvaient fonctionner efficacement pendant de longues périodes sans la détérioration physique et mentale qui affectait les sous-marins plus anciens. Les services de renseignement alliés connaissaient le programme du type 21 et comprenaient la menace qu'il représentait. Si l'Allemagne avait réussi à produire des centaines de ces sous-marins, même un an plus tôt, l'issue de la bataille de l'Atlantique aurait pu être très différente. Les forces navales britanniques et américaines étaient conçues pour chasser les U-boats lents et vulnérables qu'elles combattaient depuis 1939. Le type 21 représentait un saut quantique en avant, rendant obsolète du jour au lendemain une grande partie de la technologie anti-sous-marine alliée. Après la fin de la guerre, les États-Unis et l'Union soviétique ont saisi tous les types 21 qu'ils ont pu trouver. Ces sous-marins sont devenus le modèle du développement des sous-marins de la guerre froide, influençant directement la conception des sous-marins américains de la classe Tang et soviétiques de la classe Whiskey, qui sont restés en service jusque dans les années 1980. Mais en mai 1945, seuls 2 types 21 étaient opérationnels et en patrouille. L'U-323 était l'un d'eux, et il se dirigeait quelque part. La mission finale, le 4 mai 1945. Le Troisième Reich s'effondrait en temps réel. Les forces soviétiques avaient pris Berlin et Hitler était mort. La guerre était effectivement terminée, bien que les documents de reddition formelle n'aient pas encore été signés partout. Dans les ports, à travers l'Allemagne et les territoires occupés, le chaos régnait alors que les unités militaires se démêlaient pour savoir ce qui allait suivre.
L'amiral Karl Dönitz, qui avait succédé à Hitler à la tête de l'État dans les derniers jours, a donné l'ordre à tous les U-boats des ports contrôlés par l'Allemagne de se rendre dans les bases norvégiennes. La Norvège restait sous occupation allemande, et Dönitz croyait apparemment qu'une forme de résistance continue pourrait être organisée à partir de là. Plus probablement, il voulait simplement empêcher les sous-marins de tomber intacts aux mains des Alliés. L'U-3523 est parti le 4 mai avec 58 membres d'équipage à bord. Le commandant Oberleutnant Zors Willy Müller dirigeait un équipage qui savait qu'il naviguait vers un avenir incertain. Les forces allemandes au Danemark, aux Pays-Bas et dans le nord-ouest de l'Allemagne avaient déjà capitulé. La guerre était terminée dans leur région. Pourtant, ils étaient là, remontant vers le nord à travers des eaux hostiles. Le sous-marin voyageait à la surface en compagnie de 2 autres U-boats, l'U-534 et l'U-353. Voyager ensemble violait la doctrine standard des sous-marins, mais ce n'étaient pas des circonstances standards. Le cessez-le-feu était censé être en vigueur, mais la confiance était rare. Personne ne savait si les forces alliées honoreraient la reddition et autoriseraient le passage, ou si elles attaqueraient tout ce qui arborait un drapeau allemand. Ils ont choisi une route à travers le Skagerrak, le détroit entre le Danemark et la Norvège. C'était un goulot d'étranglement naturel, une étendue d'eau que tous les navires se dirigeant vers le nord devaient traverser. Les commandants de la Royal Air Force britannique le savaient et avaient positionné des bombardiers spécifiquement pour intercepter tout sous-marin allemand tentant la traversée. Ce qui s'est passé ensuite dépend du récit auquel vous croyez. Les documents officiels indiquent que le 5 mai, 2 bombardiers Liberator de la RAF ont repéré le petit convoi. L'U-134 et l'U-323 étaient des sous-marins de type 21. L'un des Liberator a été abattu, tuant la plupart de son équipage, et les U-boats se sont dispersés et ont plongé. Le lendemain, 6 mai, un autre Liberator du 86e escadron a localisé l'U-323. L'équipage du bombardier a signalé avoir largué des charges de profondeur et avoir obtenu un coup direct. Ils ont observé le sous-marin couler et ont enregistré sa position à 57 degrés à 52 minutes nord et 10 degrés 49 minutes est. Le sous-marin a été déclaré coulé avec toutes les mains perdues. Aucun survivant n'a été signalé. Aucun corps n'a été retrouvé. Le rapport a été déposé, les coordonnées enregistrées, et cela est devenu l'histoire officielle. Pendant 73 ans, ce rapport a été considéré comme un fait. Mais en 2018, lorsque des chercheurs ont localisé l'épave, des experts ont découvert une vérité différente. Elle se trouvait à 9 miles nautiques des coordonnées que les Britanniques avaient signalées. Cet écart n'était pas une erreur de navigation mineure ou une simple mauvaise lecture des instruments. Quelque chose d'autre s'est produit dans ces derniers instants. Soit l'équipage britannique a commis une erreur catastrophique en enregistrant la position du sous-marin, soit ce ne sont pas eux qui ont réellement coulé l'U-3523. Quoi qu'il en soit, l'histoire officielle présentait des fissures qui allaient devenir des gouffres, les théories du complot. Malgré ce que les Britanniques avaient affirmé, au moment où l'U-323 a disparu, les rumeurs ont commencé. Dans le chaos de la fin des guerres, avec des millions de personnes déplacées et des communications fracturées, il était difficile d'obtenir des informations précises. Ce qui a rempli ce vide, ce sont des histoires qui sont devenues plus élaborées à chaque récit. La théorie la plus persistante affirmait que l'U-323 n'avait pas été coulé du tout. Au lieu de cela, il avait réussi à échapper aux patrouilles britanniques et avait fait le voyage jusqu'en Argentine, transportant des officiers nazis de haut rang qui voulaient échapper à la justice. L'incroyable portée du sous-marin et sa capacité à rester immergé pendant des jours rendaient un tel voyage théoriquement possible.
Contrairement aux premiers U-boats qui devaient faire surface fréquemment, le type 21 pouvait traverser l'Atlantique presque entièrement sous l'eau. Un précédent historique soutenait cette possibilité. L'U-967, un autre sous-marin allemand, a atteint l'Argentine en août 1945, des mois après la fin de la guerre. Son commandant, Heinz Schöffer, s'est rendu aux autorités argentines et a raconté une histoire où il avait évité les patrouilles alliées et tenté d'atteindre l'Amérique du Sud pour échapper à la capture soviétique. Si un sous-marin y est parvenu, pourquoi pas d'autres? Les versions les plus extrêmes de la théorie suggéraient qu'Adolf Hitler lui-même était à bord de l'U-323. Malgré des preuves accablantes qu'Hitler s'était suicidé dans son bunker de Berlin le 30 avril 1945, les théoriciens du complot ont refusé de l'accepter. Des documents du FBI déclassifiés des décennies plus tard ont montré que les services de renseignement américains ont pris suffisamment au sérieux les affirmations de la fuite d'Hitler pour enquêter sur des rapports le plaçant en Colombie ou en Argentine. Des photographies d'hommes âgés ressemblant prétendument à Hitler ont circulé dans les tabloïds tout au long des années 1950 et 60. L'U-323 est devenu un élément central de ces théories, précisément parce que personne ne pouvait trouver l'épave. Si les Britanniques l'avaient vraiment coulée, la preuve devrait être exactement là où ils l'avaient dit. Les efforts de recherche dans les décennies qui ont suivi la guerre n'ont rien trouvé aux coordonnées signalées. L'absence de preuves physiques a permis à la spéculation de s'épanouir sans contrôle. D'autres théories se sont concentrées sur la cargaison plutôt que sur les passagers. Les nazis avaient pillé une richesse incroyable dans les territoires occupés, et une grande partie de celle-ci a disparu dans les derniers jours de la guerre. L'or, les bijoux, les œuvres d'art et l'argent ont tout simplement disparu à mesure que le régime s'effondrait. Certains ont dû être déplacés vers des endroits sûrs pour être récupérés plus tard. Pourquoi ne pas utiliser les sous-marins les plus avancés disponibles pour le transporter à travers l'Atlantique? Les chercheurs du South War Museum Jutland étaient bien conscients de ces théories lorsqu'ils ont localisé l'épave en 2018. Ils savaient immédiatement que leur découverte confirmerait ou détruirait des décennies de spéculation. Lorsque leur sonar a révélé le profil distinctif d'un sous-marin de type 21 exactement dans la bonne zone, ils ont supposé qu'ils avaient enfin résolu le mystère. Mais cet écart de 9 mm qui a tout changé. Si le rapport britannique était erroné quant à l'emplacement, pourrait-il également être erroné quant à ce qui s'est réellement passé? Les théories du complot avaient toujours semblé farfelues, construites sur l'absence de preuves, plutôt que sur leur présence. Maintenant, soudain, il y avait une véritable anomalie dans le document officiel qui exigeait une explication. Les chercheurs étaient confrontés à un choix. Accepter la réponse simple selon laquelle l'équipage du bombardier avait commis une erreur de navigation ou approfondir la façon dont le sous-marin nazi U-323 a coulé et pourquoi l'histoire officielle que l'on nous raconte depuis des décennies pourrait être incomplète. Ce que l'épave révèle, la position de l'épave raconte sa propre histoire brutale. Lorsque l'équipe du Sea War Museum a examiné en détail ses scans sonars, elle a vu des preuves claires de la façon dont l'U-323 a connu une fin violente. Le sous-marin ne s'était pas posé doucement sur le fond marin comme pourrait le faire un navire abandonné. Au lieu de cela, il avait foncé le nez en avant dans le fond marin avec une force énorme. Toute la section de la proue était enfouie profondément dans les sédiments, comprimée par un impact qui a dû être catastrophique pour quiconque se trouvait à l'intérieur. La section de la poupe était inclinée brusquement vers le haut, créant cette inclinaison de 45 degrés qui rendait l'épave si distinctive sur le sonar. Ce positionnement suggérait une descente rapide et incontrôlée. Lorsque des charges de profondeur explosent près d'un sous-marin, elles créent une onde de choc qui peut rompre la coque ou endommager les systèmes critiques.
Même un quasi-accident peut être fatal, provoquant des fuites qui inondent les compartiments plus rapidement que les équipages ne peuvent réagir. La pression à 404 pieds de profondeur est environ 12 fois supérieure à la pression de surface. Toute brèche dans la coque aurait entraîné une décompression explosive, l'eau de mer s'infiltrant à une vitesse incroyable. L'équipage aurait eu quelques secondes tout au plus pour réagir. Les sous-marins de type 21 étaient conçus avec des dispositifs de sécurité et une compartimentation qui, théoriquement, donnait aux marins une chance de s'échapper par les tubes lance-torpilles ou les écoutillés de secours. Mais ces systèmes ne fonctionnaient que si le sous-marin conservait une certaine intégrité structurelle et que les membres d'équipage avaient le temps de les atteindre. En regardant la position de l'épave, les experts ont conclu que l'U-323 a probablement été inondé et a coulé si rapidement que personne à bord n'a eu la moindre chance de survie. Les 58 hommes auraient coulé avec le navire, piégés à l'intérieur alors qu'il plongeait vers le fond marin. L'impact lors de sa collision avec le fond aurait été le traumatisme final, enfonçant la proue profondément dans la boue et les sédiments. L'emplacement de l'épave dans les eaux internationales, combiné à son statut de tombe de guerre, signifiait que personne ne tenterait de la renflouer ou d'explorer l'intérieur. Les 58 marins allemands morts à bord y resteraient enfermés en permanence. Le sous-marin ne serait pas dérangé, ce qui signifiait que certaines questions pourraient ne jamais trouver de réponse définitive. Y avait-il une cargaison à bord au-delà des fournitures militaires standards? Y avait-il des passagers en plus de l'équipage? Quels étaient les ordres qui les ont envoyés dans le Skagerrak le 4 mai? Sachant que la guerre touchait à sa fin, l'épave détenait ses secrets et il resterait enfoui. Mais les scans sonars ont révélé un détail critique supplémentaire que l'équipe de recherche avait initialement négligé. Le schéma des dommages sur ce qui restait visible de la coque montrait des signes compatibles avec les explosions de charges de profondeur, exactement comme l'affirmait le rapport britannique. La section de la poupe, qui se dressait fièrement au-dessus du fond marin, présentait les déformations et les ruptures révélatrices que créent les ondes de choc des explosifs puissants. Cela signifiait que les bombardiers britanniques avaient bel et bien attaqué et avaient probablement frappé l'U-323. Le sous-marin avait été détruit par une action ennemie et non par un accident ou une défaillance mécanique. Mais si c'était vrai, si les Britanniques l'ont coulé, alors pourquoi se trouvait-il à 9 miles nautiques de l'endroit où ils ont dit qu'il avait coulé? La théorie de l'erreur de navigation. L'explication la plus simple de l'écart de localisation était l'erreur humaine. En 1945, la technologie de navigation était beaucoup moins précise que ce que nous avons aujourd'hui. Le GPS n'existait pas. Les équipages de bombardiers se fiaient à l'estime, à la navigation céleste et aux repères visuels pour déterminer leur position. Pendant un raid aérien sur un sous-marin, la précision n'était pas la priorité. Le travail de l'équipage du bombardier consistait à localiser la cible, à larguer ses charges de profondeur et à signaler le succès ou l'échec de l'attaque. L'enregistrement des coordonnées exactes était secondaire par rapport à l'exécution de la mission. Dans le feu de l'action, avec l'avion manœuvrant à basse altitude et l'équipage concentré sur son bombardement, les erreurs étaient courantes. Les conditions météorologiques dans le Skagerrak, le 6 mai 1945, étaient également signalées comme étant mauvaises, avec une couverture nuageuse importante et une mer agitée. La visibilité était limitée. L'équipage du bombardier aurait estimé sa position en se basant sur des informations partielles et des instruments imparfaits. Une erreur de 9 milles nautiques dans ces circonstances, bien que significative, n'était pas sans précédent. Des historiens maritimes danois ont examiné l'affaire et ont suggéré que l'équipage du bombardier avait probablement utilisé l'île de Skogagan comme point de référence, mais avait mal calculé la distance et le relèvement par rapport à ce point de repère. Lorsqu'ils ont signalé les coordonnées de l'attaque,
ils extrapoleraient probablement à partir de leur dernière position connue, plutôt que de prendre de nouvelles lectures. Cela expliquerait pourquoi l'erreur était importante mais pas aléatoire. Elle suivait un schéma compatible avec les erreurs de navigation de cette époque. Le fait que les efforts de recherche immédiatement après la guerre se soient concentrés sur les coordonnées fournies par les Britanniques étayait cette théorie. Lorsque ces recherches n'ont rien trouvé, on a supposé que l'épave avait été emportée par les courants, enfouie plus profondément que prévu, ou s'était brisée et dispersée sur le fond marin. Personne ne s'est demandé si les coordonnées initiales pouvaient être fondamentalement erronées. Il a fallu une technologie de numérisation moderne et une étude systématique d'une zone beaucoup plus vaste pour localiser l'épave réelle. L'équipe du Seward Museum Jutland menait un projet pluriannuel visant à cartographier l'ensemble du fond marin du Skagerrak, en documentant des centaines d'épaves, sans préjuger de l'endroit où des navires spécifiques devraient se trouver. Cette approche méthodique est ce qui a finalement révélé le véritable lieu de repos de l'U-323. Si cette explication est correcte, cela signifie qu'il n'y a pas eu de complot, pas de dissimulation et pas de mystère au-delà d'une simple erreur de navigation, aggravée par 73 ans de recherche au mauvais endroit. Le sous-marin a coulé exactement comme l'ont signalé les Britanniques, mais pas exactement à l'endroit où ils l'ont signalé. L'U-323 essayait de fuir vers la Norvège lorsqu'il a été pris et détruit. L'équipage est mort, le sous-marin a coulé et la guerre s'est terminée quelques jours plus tard. C'est une conclusion satisfaisante qui permet de tout conclure proprement. Le document officiel est maintenu avec seulement une correction mineure des coordonnées. Même si ce n'est pas le cas, les théories du complot actuel ont définitivement été réfutées. Le mystère ne nous montre rien de plus que le brouillard de guerre, créant une confusion qui a persisté pendant des décennies. Mais est-ce vraiment toute l'histoire? Ou les preuves suggèrent-elles quelque chose de plus complexe? Quelque chose qui remet en question le récit accepté d'une manière qui va au-delà d'une simple erreur de cartographie. Les détails troublants. Certains faits ne correspondent pas aussi bien à la théorie d'une erreur de navigation propre que les historiens le souhaiteraient. Lorsque vous examinez le contexte complet de ce qui s'est passé dans le Skagerrak au cours de ces derniers jours de la guerre, des complications surgissent. Tout d'abord, considérez l'attaque du 5 mai qui a précédé le naufrage de l'U-323. 2 bombardiers Liberator de la RAF ont engagé le petit convoi de sous-marins allemands. Au cours de cet engagement, l'un des Liberator a été abattu. 5 des 6 membres d'équipage sont morts. Cela montre qu'il ne s'agissait pas d'un engagement à sens unique où les avions alliés ont facilement maîtrisé des cibles sans défense. Les sous-marins allemands ont riposté efficacement. L'équipage du bombardier survivant et l'équipage du 2e Liberator auraient été ébranlés par la perte d'un des leurs. Lorsqu'ils sont revenus pour une 2e attaque le 6 mai, ils opéraient avec une tension accrue et peut-être une précision diminuée. La perte de leurs compagnons a pu affecter leur jugement et leur souci du détail lors du raid aérien ultérieur. Deuxièmement, la chronologie soulève des questions. L'U-323 aurait été repéré et attaqué le 6 mai, le lendemain de l'engagement initial. Mais les coordonnées fournies pour cette attaque plaçaient le sous-marin nettement à l'est de l'endroit où la bataille du 5 mai s'est déroulée. Comment l'U-323 a-t-il parcouru une telle distance en 24 heures tout en tentant d'échapper à la détection? Le type 21 était rapide, mais cette distance et cette direction ne correspondent pas au cap signalé du sous-marin vers la Norvège. Troisièmement, il y a la question des autres sous-marins. L'U-134 a été coulé le 5 mai et son épave a été retrouvée plus tard presque exactement là où les Britanniques l'avaient signalé. L'U-303 s'est échappé, a atteint les eaux suédoises et a été sabordé par son équipage le 8 mai. Si les Britanniques ont enregistré avec précision l'endroit où ils ont coulé l'U-134, pourquoi leur rapport sur l'U-323 était-il si éloigné? Certains chercheurs ont proposé que l'attaque du 6 mai
n'ait peut-être pas ciblé l'U-3523 du tout. Peut-être que l'équipage du bombardier a attaqué un autre sous-marin ou n'a rien attaqué et a déposé un faux rapport de succès pour éviter d'admettre qu'il avait perdu la trace de sa cible. Les fausses affirmations de succès n'étaient pas rares dans le brouillard de la guerre, en particulier lorsque les avions revenaient sans preuves photographiques ni témoins pour corroborer leur rapport. Cette théorie suggère que l'U-3523 a peut-être été endommagé lors de l'engagement du 5 mai, mais pas immédiatement détruit. Il aurait pu rester immergé, tentant d'atteindre la Norvège, ou au moins de s'éloigner de la zone où les avions alliés chassaient activement. Quelques heures ou quelques jours plus tard, les dommages se sont avérés mortels, provoquant l'inondation et le naufrage du sous-marin sans qu'aucune force alliée ne soit à proximité pour l'observer et le signaler. Si cela est vrai, cela signifierait que la façon dont le sous-marin nazi U-3523 a coulé n'est pas due à une seule attaque décisive, mais à des dommages cumulatifs subis lors de plusieurs engagements. Les bombardiers britanniques ont contribué à sa destruction, mais ils n'étaient pas présents lorsqu'il a réellement coulé. L'attaque signalée du 6 mai a peut-être frappé une cible différente ou aucune cible du tout. Comment savons-nous quelle explication est correcte? Comment séparer ce qui s'est réellement passé de ce qui a été consigné dans les rapports de combat rédigés à la hâte et dans la confusion? La vérité finale. Lorsque toutes les preuves sont prises en compte, une conclusion se dégage. L'U-323 a été détruit par des charges de profondeur britanniques. Bien que pas exactement où ou comment les documents officiels l'affirmaient, la vérité se situe entre l'exactitude et la fabrication. Le sous-marin a presque certainement été endommagé lors de l'attaque du 5 mai qui a abattu un bombardier Liberator. Plusieurs avions ont largué des charges de profondeur dans les eaux confinées du Skagerrak, créant des ondes de choc mortelles. Même sans coup direct, la pression des quasi-accidents aurait pu paralyser le navire. L'U-323 est probablement resté immergé par la suite, essayant de s'échapper de la zone alors que les avions alliés intensifiaient leur chasse. Ses batteries avancées lui permettaient de rester sous l'eau pendant de longues périodes. Mais les dommages antérieurs se sont aggravés, les fuites se sont propagées et les systèmes ont commencé à tomber en panne. L'équipage a travaillé frénétiquement pour maintenir le sous-marin opérationnel, conscient que faire surface signifiait une mort certaine. Pourtant, à mesure que les inondations augmentaient et que les mécanismes clés tombaient en panne, leur sort était scellé. Finalement, les dommages les ont submergés. Le sous-marin a perdu le contrôle de la profondeur et a coulé de façon incontrôlable, s'écrasant sur le fond marin avec une force catastrophique. L'équipage n'a pas eu le temps de s'échapper. L'U-3523 est devenu leur tombeau. Les aviateurs britanniques qui ont attaqué le 6 mai ont probablement largué leur charge de profondeur, mais ils ont manqué leur cible. Dans le chaos du combat, et poussés par l'envie de venger leurs camarades, ils ont cru avoir coulé le sous-marin. Leur rapport correspondait aux attentes, de sorte que les autorités ne l'ont pas remis en question. À ce jour, l'U-3523 reste là où il est tombé, une tombe de guerre contenant 58 hommes perdus dans les dernières heures d'une guerre déjà décidée. Les mythes des missions secrètes et des cargaisons cachées étaient de la fiction. Pourtant, l'histoire officielle était imparfaite, elle aussi. Ce qui survit maintenant est la version de la vérité la plus proche que nous ayons jamais connue. Alors, que pensez-vous qu'il est réellement arrivé à l'U-323? Était-ce une erreur humaine ou quelque chose de plus mystérieux? Partagez vos pensées dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour d'autres révélations historiques captivantes.